Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, affaire de la mort de Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz a payé le montant des dommages et intérêts. On vous explique tout dès le début de cette édition. Madiambal Diagne convoqué à la sûreté urbaine ce vendredi. Le journaliste fait l'objet d'une plainte déposée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, invite l'école et les collectivités locales à s'emparer des figures de la résistance pour bâtir une nation souveraine. Les Thiessois ont réservé un accueil populaire au chef de l'État. Le reportage de Cheikh Anta Diop. À la une également, à la lumière de l'incident survenu sur la passerelle de Yoff hier, on s'intéresse à l'utilisation de ces passerelles, paradoxalement pas toujours empruntées par les populations malgré le danger. Dans le même temps, elles sont inexistantes sur certains axes routiers comme la route de Rufisque. Les Sénégalais sont-ils les champions de l'incivisme? On en parle dans Soir d'Info la suite avec le colonel Antoine Wardini, ancien directeur du service civique national. Bonsoir à tous. Affaire de la mort de Ndiaga Diouf, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a payé les dommages et intérêts. Le montant qui s'élève à 25 millions de francs CFA. Vous le savez, dans ce dossier, Barthélémy Diaz avait été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, avec des dommages et intérêts de 25 millions de francs CFA. Madiambal Diagne convoqué à la sûreté urbaine ce vendredi à 10h. Le journaliste fait l'objet d'une plainte déposée par le Premier ministre Ousmane Sonko. À la lumière de l'incident survenu hier à la passerelle de Yoff-Tongor, on s'intéresse à l'utilisation de ces passerelles, paradoxalement pas toujours empruntées par les populations malgré le danger. Dans le même temps, elles sont inexistantes sur certains axes routiers comme la route de Rufisque. C'est un reportage de Habib Faye. Le constat est le même, plus de passerelles sur la route de Rufisque. De Thiaroye-sur-Mer allant au poste Thiaroye, aucune passerelle n'est praticable. Les populations sont obligées de traverser la route pour vaquer à leurs occupations, mais elles ignorent le danger qui les guette. C'est ici que Fodé a perdu la vie. Il traversait la route, puis un bus l'a heurté. Ce n'est pas sûr de traverser la route nationale comme ça. Les véhicules roulent à toute vitesse. Même les non-voyants peinent à traverser la route. Vous savez que c'est pas sûr. Et souvent, il y a les 2 roues qui peuvent les heurter. Si les voitures cèdent le passage, il y a les motos qui sont là. Nous avons assisté à un accident la semaine dernière. Le garçon est décédé. S'il y avait des passerelles, peut-être il serait toujours en vie. Ce sont les motos qui causent souvent les accidents. Ce que confirment les conducteurs de motos. Souvent sur l'autoroute, on ne calcule pas les personnes. Tout d'un coup, on peut apercevoir quelqu'un qui traverse la route. Et vous savez que ce n'est pas sûr. Pour nous-mêmes conducteurs, ainsi que pour elles, c'est ce qui cause souvent les accidents. La réfection des passerelles devient une nécessité, disent-ils. Nous voulons des passerelles, mais est-ce que les gens vont l'emprunter? Ce serait mieux de réfectionner les passerelles. C'est très dangereux de traverser la route. On ne sait jamais d'où peut venir un véhicule. S'il y avait des passerelles, ça allait diminuer les risques d'accident. À cause du manque de passerelles sur la route de Rufisque, les accidents se multiplient selon les habitants. Traverser la route devient alors un fardeau pour eux.
La civilité des Sénégalais, ce sera notre sujet tout à l'heure dans Soir d'Info, la suite avec le colonel Antoine Wardini. À la une également, les enseignements vont reprendre le lundi 6 janvier 2025 à l'université Assane Seck de Ziguinchor, fermée, vous le savez, depuis le 27 novembre dernier, à la suite de violents affrontements entre étudiants et policiers qui ont fait plusieurs blessés. C'est ce qui ressort du communiqué signé par le recteur. Le conseil académique de l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est réuni ce jeudi 12 décembre pour évaluer l'évolution de la situation académique. Le conseil académique de l'université a aussi pris la décision de faire une session unique pour l'année universitaire 2023-2024, notamment pour les UFR. Nous y reviendrons avec nos équipes à Ziguinchor. Construction de l'université Souleymane Niang de Matam, l'accélération des travaux fait renaître l'espoir chez les populations 3 mois après le passage du ministre de tutelle. C'est un reportage de Ali Bandegnon. Contrairement au projet de réalisation des routes de désenclavement du Dandemayo ou encore de l'aéroport international de Ourossogui, l'entreprise en charge des travaux de l'université Souleymane Niang accélère la cadence. Malgré l'envahissement des eaux de la crue pendant l'hivernage, le projet tant attendu avance à grands pas au grand bonheur des populations de Matam qui sont en train de voir un rêve se réaliser. Parce que l'université, c'est un rêve, vous avez dit, devenir réalité. Et aujourd'hui, on voit depuis le passage du ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Abdourahmane Diouf, les travaux vont en bon plein. Le Premier ministre aussi était venu, Ousmane Sonko, vérifier. Je pense qu'aujourd'hui, la population de Matam est fière du déroulement des travaux au niveau de l'université. Et nous rendons grâce à Dieu par rapport à ce qui est en train d'être fait. Je pense que depuis que le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye a démarré, je pense que les gens avaient, peut-être certains avaient des craintes, mais aujourd'hui, je pense que ces craintes sont dissipées. Même le rythme des travaux dépasse même l'attente des populations. Et nous exhortons seulement l'entreprise à continuer dans cette dynamique pour que dès la rentrée de 2026, que l'université puisse ouvrir ses portes et que le taux de dépression que vous l'avez dit, surtout des filles, puisse être résolu, trouver une solution. Une forte préoccupation parce que les populations certains n'avaient pas les moyens de déplacer les enfants. Donc il suffit d'avoir le bac pour arrêter l'éducation. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la finalisation de cette université, je pense que les enfants auront un espoir pour dire que parmi l'élite du Sénégal, ils en feront partie parce qu'ils auront l'université à leur côté. Le logement des professeurs sont vraiment dans d'excellentes conditions. Et aussi des amphithéâtres. Je pense que c'est le cadre qui joue. Et le cadre de l'université de Matam répond aux enseignements apprentissages pour avoir la qualité au niveau de l'éducation. Vraiment, nous saluons et remercions le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous saluons et remercions le premier ministre Ousmane Sonko. Nous saluons et remercions le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Dr Abdourahmane Diouf, et leur demander de continuer dans cette dynamique pour que Matam puisse enfin être parmi l'élite au niveau du Sénégal. Lors de sa dernière visite de chantier, Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur, avait relevé toute l'importance que les nouvelles autorités accordent à la réalisation à temps de cette université de Matam. Selon les techniciens qui contrôlent le projet de construction, la fin des travaux de l'université Souleymane Niang de Matam est prévue bien avant la date retenue. Et d'ici là, les jeunes de Matam peuvent bien continuer de trouver leur compte grâce à la priorisation de la main-d'œuvre locale. Autre grand titre de cette édition, le président de la République à Thiès, Bassirou Diomaye Faye, invite l'école et les collectivités locales à s'emparer des figures de la résistance pour bâtir une nation souveraine. Les Thiessois ont réservé un accueil populaire et chaleureux au chef de l'État. Reportage Charente Diop Seilatir. Je voudrais saluer l'heureuse initiative que vous avez prise avec votre conseil municipal en érigeant ce magnifique monument à la mémoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, figure centrale de notre panthéon national. Ses hauts faits d'armes dans la résistance anticoloniale en ont fait un héros national du Sénégal. Le Damel du Cayor a tenu tête à la France coloniale durant plus d'un quart de siècle. Il a accompli cet exploit avec des moyens techniques et militaires relativement limités, dans un contexte d'offensive généralisée
des puissances impériales européennes décidées à se partager l'Afrique, continent que le commerce atlantique de la traite des esclaves avait déjà durement éprouvé. Partout sur cette terre d'Afrique, ce monument commémoratif aurait pu trouver sa place, mais nulle part mieux qu'à Thiès, il ne pouvait être érigé. Il y fait l'écho à l'avenue éponyme du héros national déjà situé au cœur de son espace urbain. C'est bien à Thiès, à l'époque un village du Tchangin, toponyme aujourd'hui déformé en Djahen, que le Damen à peine élu rassembla son armée en vue de restaurer la souveraineté du Kadior sur les provinces amputées du royaume par la colonie. Nombreux furent les combattants qui tombèrent au champ d'honneur en ce jour mémorable du mois de mai 1863. Ce fut là tout le début d'une carrière politique exceptionnelle de plus d'un quart de siècle de luttes acharnées menée par la Lat Diop pour la défense de la souveraineté de son pays. Le fin stratège qu'il fut était doublé d'un homme politique avisé. Tout autre chose, abrogation des lois organiques portant organisation du Conseil économique, social et environnemental et le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les spécialistes se prononcent dans ce reportage de Dissa Prera. Le HCCT est le Conseil économique, social et environnemental en passe de disparaître de la nomenclature institutionnelle du Sénégal. Le projet de loi est adopté en Conseil des ministres ce mercredi. Une situation décriée par Rougui Bousso, un ex-membre du Conseil économique, social et environnemental. Elle estime que ses membres devraient être payés. Le fait de nous payer nos indemnités mensuelles, de nous payer nos salaires, parce que c'est un droit acquis, c'est la Constitution qui nous permet de percevoir nos salaires. Du moment que c'est la Constitution qui nous a mis ici, on a le droit de percevoir nos salaires. Comme le président Diomaye, il a les prérogatives de nous mettre et nous démettre. Du moment qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Hassan Samb, journaliste et analyste politique, lui estime que même si ce genre d'institutions sont en général politisées, il reste quand même important et utile pour le pays. Sur d'autres préoccupations, je pense que c'est important d'avoir un conseil économique, social et environnemental. Maintenant, pour le reste, je n'en vois pas forcément l'utilité. Aujourd'hui, il faudra essayer d'avoir un conseil économique, social et environnemental qui reste et qui soit là, qui fasse un travail sérieux. Mais malheureusement, ce qui crée l'instabilité à ce niveau, c'est la politisation des institutions en question. Pour rappel, la dissolution de ces deux institutions a toujours été prônée par les nouvelles autorités considérées comme des institutions budgétivores. Pour une redynamisation de notre coopération avec les pays arabo-islamiques, l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal a initié une rencontre avec le corps diplomatique des pays concernés, une occasion d'explorer les opportunités dans plusieurs secteurs. C'est un reportage de Alassane Ba et Lamine Diagne. L'objectif pour l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal est d'arriver à nouer des relations gagnant-gagnant avec les pays arabo-islamiques, explorer toutes les opportunités pour développer les partenariats et les investissements. On a initié différentes rencontres. Avant-hier, on était avec faire revenir les ICC, Chambre de commerce internationale, au niveau des instances au Sénégal soient membres. Et aujourd'hui, nous sommes là avec le secrétaire général du ministre du Commerce et de l'Industrie et l'ambassadeur de la République islamique, le frère Mauritanie, et l'ensemble des ambassadeurs pour essayer, nous, secteur privé, de passer par les ambassades pour nouer des relations économiques. Un secteur privé fort est essentiel pour tout pays qui veut se développer. L'État du Sénégal en est conscient et cette activité a permis de présenter au corps diplomatique l'un des piliers du nouveau référentiel qui est l'économie compétitive, composée de 4 moteurs de croissance. Et les appeler justement à s'intéresser à ces moteurs de croissance et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, à contribuer justement au développement et à la croissance du Sénégal. Plusieurs secteurs d'activité sont ciblés. Nous pouvons travailler aussi pour le tourisme religieux des deux côtés. Nous pouvons travailler aussi, pourquoi pas même travailler de ce qu'on dit
l'immigration mutuelle. Pourquoi pas les ressortissants des écoles coraniques ne peuvent pas avoir des contrats de travail dans les pays arabes, comme ce qu'on a vu à Dubaï, à Qatar et partout. Et en même temps, créer des cadres de concertation interne. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal fonde beaucoup d'espoir sur ce genre de rencontres pour arriver à nouer des partenariats solides qui bénéficieront à notre pays. Alors maintenant, à Ziguinchor, au Sénégal, moins de 10% des femmes rurales ont accès à la terre en tant que propriétaires et 65% sont obligées d'être dans des exploitations familiales pour vivre. Cela est très insuffisant pour les rendre autonomes, de la nécessité d'apporter des réformes au niveau des régimes juridiques et des domaines d'intervention économique des femmes. Yaram Fall est la présidente des femmes rurales avec notre équipe à Ziguinchor. Pluviométrie, mais quand même il y a aussi des inondations dans certaines zones et c'est la raison pour laquelle on a retenu comme thème les stratégies de résilience et d'adaptation face au changement climatique pour renforcer l'autonomisation économique, sociale, politique et environnementale de la femme rurale. Quand on parle d'autonomisation, on parle nécessairement d'accès aux ressources productives. Et ressources productives, le noyau central, c'est la terre et la bonne maîtrise de l'eau. Mais il y a aussi le financement, l'accès au marché, la formation et l'ouverture aux nouvelles technologies, pour trouver ensemble les voies et moyens pour vraiment s'adapter au changement climatique. Le problème foncier, parce qu'on a vu que 65% des femmes sont dans les exploitations familiales. Ce sont les femmes qui travaillent au sein de ces exploitations familiales. Mais si on voit les résultats et les études, ce que nous ont montré les études, c'est que moins de 10% de ces femmes-là possèdent ou bien contrôlent les terres. Et c'est la raison pour laquelle il y a des séances de sensibilisation et de conscientisation face à nos autorités, aux décideurs publics, mais aussi à nos États. Parce que si on travaille la terre, on doit en posséder et contrôler aussi ce noyau de production. Mais en même temps aussi, on a vu que la Casamance, c'est une région stratégique où il y a toutes les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, mais en même temps, c'est l'une des régions où il y a, avec la révision dans la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, la Casamance fait partie des régions test comme la région de Saint-Louis. Santé, le ministère de la Santé et de l'Action sociale met à la disposition des citoyens un centre d'écoute et d'orientation. L'infrastructure va permettre d'être plus proche des populations et de renforcer la formation au niveau des opérateurs. Suivant là-dessus le secrétaire général du ministère avec Mamouna Ndiaye. Cela permet dans bien des cas d'éviter que ces populations soient dans des situations de détresse. C'est pourquoi ce centre constitue un élément, un instrument extrêmement important dans le dispositif de promotion de la santé, mais dans le dispositif de prise en charge des populations en matière de santé de façon générale. Le plaidoyer, c'est qu'on puisse renforcer la formation au niveau des opérateurs, qu'on puisse également amener plus d'opérateurs, mais peut-être même augmenter l'heure d'intervention. Il se passe beaucoup de choses dans les populations, où les populations ont besoin d'intervention, ont besoin d'avoir en tout cas de bons conseils et une bonne orientation, au-delà de l'heure de descente qui est fixée à 20 heures. Donc je pense que ce qu'ils font est déjà extrêmement important. Les statistiques montrent qu'il y a un nombre important d'appels. Les statistiques montrent que toutes les régions du Sénégal sont couvertes. Presque tous les problèmes auxquels les gens sont confrontés sont adressés par ces opérateurs. Il reste à assurer, de mon point de vue, plus de temps, plus de permanence, parce qu'au-delà de 20 heures, se passe aussi énormément de choses. Et puis un mot de sport préparatif des JOJ 2026, les travaux sur les infrastructures d'accueil des 35 sports au programme des Jeux sont estimés à 30% en termes d'engagement et à 15% en termes de réalisation. À l'issue de la tournée, le comité s'est dit rassuré. C'est un reportage de Cheikh Sadi Poudjara. À 688 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les travaux sur les infrastructures requises sont engagés à 30%. Le comité d'organisation, à la suite de la visite des sites, rassure sur la livraison avant la fin de l'année 2025. Les infrastructures temporaires sur l'ensemble de ces sites que nous avons visités, nous avons fini le processus
en tout cas d'études et de planification de tout ce qu'il faudra installer sur chaque site et ce que ça va coûter et le temps qu'il faudra pour installer et même le profil des entreprises avec lesquelles il faudra travailler pour pouvoir installer ces infrastructures temporaires. Donc du point de vue des infrastructures, on est à un niveau de planification vraiment qui nous permettra au courant de l'année 2025 de lancer le processus des appels d'offres pour sélectionner les entreprises avec lesquelles on va travailler. Des JOJ Dakar 2026 au 35 Esport accompagnés de 2 innovations. Le programme sport est articulé autour de 25 sports de compétition et 10 sports d'engagement. Et au niveau des athlètes, nous aurons au sein de notre pays 2700 athlètes. Et il y a aussi un aspect qui est important aussi, c'est la mixité. Il y aura autant de femmes que d'hommes au niveau de ces compétitions qui seront répartis autour de 151 événements. Une très grande première qui va avoir lieu à Dakar 2026, c'est la participation d'une équipe de réfugiés. En attendant l'allumage de la flamme olympique qui débute le compte à rebours de l'événement, l'itinéraire de son parcours est dévoilé. Pour la première fois, la tournée de la flamme va aller au-delà des frontières du pays organisateur. Nous le souhaitons, va s'arrêter au Botswana, au Nigeria et en Tunisie, en plus de la tournée des 14 régions du Sénégal. Alors, le choix de ces pays est très simple. C'est simplement les pays avec qui Dakar était en compétition au moment de la désignation de la ville hôte. Au-delà de cette tournée africaine, mais sur un sujet tout aussi connexe, nous vous informons également de la prochaine tenue du concours de la mascotte au mois de janvier. Et les élèves de l'école primaire et jusqu'à 17 ans vont pouvoir compétir et proposer la mascotte qui sera adoptée. Les Jeux olympiques de la jeunesse, prévus du 30 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar. Pour le Sénégal, le délai est long et court à la fois pour relever le défi de l'organisation et de la participation. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec le colonel Antoine Wardini. A tout de suite.